se retrouve pour une vidéo update lecture, donc on va parler des livres que j'ai lus entre le dernier update lecture et le début du Lost in Time Challenge, puisque du coup les prochaines vidéos seront consacrées aux lectures que j'ai faites pour ce challenge. Voilà, donc comme ça on se met à jour avant de passer à ça. La première lecture dont je voulais vous parler, il s'agit de la trilogie de Willstadt de Pierre Pével. Je sais même pas si vous voyez à l'endroit ou à l'envers. Bref, de toute façon, les titres des livres sont en barre d'infos si jamais vous ne comprenez pas ce que je dis. Donc la trilogie de Willstadt de Pierre Pével, c'est une trilogie de fantasy, même si on en parle souvent comme une histoire de cap et d'épée. Bien sûr, commence à miauler, c'est le moment idéal. Bref, dans cette trilogie, on va suivre le personnage de Kans, qui est une sorte de chevalier déjà, mais surtout d'exorciste et de chasseur de démons. Du coup, il va devoir résoudre des sortes d'enquêtes très officieuses qui vont concerner ce genre de force du mal et de personnages occultes. Tout ça se passe dans la ville de Willstadt, donc en Allemagne, au XVIIe siècle, et c'est une ville qui est protégée par un dragon. Voilà, mais le dragon, je vais pas dire que c'est anecdotique non plus, mais ne lisez pas cette trilogie en vous disant que vous allez passer beaucoup de temps avec le dragon, puisque ce ne sera pas le cas. Le dragon est plutôt comme un symbole, un emblème, et il n'intervient qu'en cas d'extrême urgence, et il n'intervient surtout euh, que pour protéger la ville. Il n'intervient pas du tout à l'extérieur. Dans l'entourage de Kant, on va trouver différentes sortes de créatures qui sont amenées de façon plutôt anthropomorphiste. C'est-à-dire, voilà, elles ont des métiers, elles ont des maisons, elles font des familles, enfin, ce sont des personnages tout à fait intégrés à la société. Je pense me souvenir qu'il y a un faune, une fée, un nain, voilà, tout ce genre de personnages. Vous pourriez lire éventuellement les 3 tomes indépendamment, mais franchement, je vous le conseille pas du tout. Je vous le conseille pas du tout parce que même si dans les 3 livres, on va être face à une problématique qui va légèrement différer, enfin, dans chaque tome, en fait, on a une sorte d'enquête, voilà, avec un début, un milieu, une fin, et à la fin de chaque tome, il y a une résolution, en fait, on va dire. Cependant, il y a une évolution du personnage de Kant et il y a aussi une évolution de certains antagonistes. Donc même si dans chaque tome on rappelle un petit peu ce qui s'est passé dans les précédents, on rappelle qui sont les personnages, quels sont leurs liens avec Kant, quels sont les événements qui se sont produits dans leur vie, et d'ailleurs c'est fait de manière très subtile, c'est pas du tout lourd. Malgré ça, vaut mieux les lire à la suite quand même. Les personnages sont vraiment une force dans ces histoires, notamment le personnage de Kant, mais pas que. Mais en ce qui concerne le personnage de Kant, en fait, comme je vous disais, au fur et à mesure des tomes, il y a une évolution de, de sa personne. Et surtout, au fur et à mesure des tomes, on apprend quelques informations sur son passé, etc. Tout ça nous mène à avoir dans le dernier tome beaucoup de révélations sur vraiment d'où il vient, quelle est sa nature, quelle est son identité réelle. Donc à la fin, tout prend sens et c'est une trilogie dont le rythme est vraiment intéressant. Le rythme auquel on distille les informations, c'est ni trop lent, ni trop rapide. Ça permet de, de garder le lecteur intéressé sans tout lui dire d'un coup non plus. Enfin, moi en tout cas quand je lis des sagas, je ne lis jamais les tomes à la suite, mais là ça aurait limite pu être le cas. Je suis vraiment désolée pour les miaulements que vous entendez derrière, mais bon, voilà, je fais pas un dessin. Le personnage de Kant, j'ai beaucoup aimé. C'est pas un faux bad boy comme on trouve souvent dans les livres de fantasy. C'est pas non plus un grand héros type Gryffondor qui va être loyal à tout jamais à ses amis et qui fera passer les personnes qu'il aime avant lui, avant sa mission. Ce que j'aime dans ce personnage, déjà, je pense pas que son nom ait été choisi au hasard, mais je ne m'aventurerai pas sur un sujet que je ne maîtrise pas. Mais ouais, ce que j'aime chez ce personnage, c'est que voilà, il a une mission dont les enjeux sont parfois plus importants que la simple vie humaine, si je puis dire. Et il n'hésite pas à faire passer sa mission parfois avant des choses
avant ses relations par exemple. Donc c'est un personnage vraiment intéressant à suivre. Une autre chose que j'aime beaucoup dans cette trilogie, c'est qu'il est mention notamment de sociétés secrètes qui ont réellement existé. D'autres faits, d'autres réalités historiques qui sont également amenées. Et premièrement, c'est fait de façon à ce que ça s'intègre parfaitement à l'histoire. C'est tout à fait cohérent et crédible et on apprend des choses de manière pas du tout lourde. Ça nous sort pas de l'histoire quand on nous parle de ce genre de choses. Et il y a aussi des notes de bas de page si vraiment on veut en savoir plus. La dernière chose que je voudrais évoquer concernant ce livre, c'est la plume de l'auteur qui est absolument élégante, éloquente, riche. Voilà, donc même si dans les livres de fantasy on est souvent sur des univers imaginaires, quand il est fait mention d'une date, on trouve quand même souvent pas mal d'anachronismes. Là, vous n'en trouverez pas, je pense. Je ne suis pas une experte historique, mais je n'en ai pas relevé. Voilà, je vous conseille vraiment de lire cette saga qui n'est pas assez mentionnée à mon goût. On parle quelquefois de Pierre Pével, mais c'est jamais à travers ce livre-là. Donc c'est quand même dommage. Ça vaut vraiment le détour, ne serait-ce que pour sa plume déjà. Et en ce qui me concerne, je vais sûrement lire d'autres œuvres de cet auteur. Ensuite, je voulais vous parler du mystère de la chambre jaune de Gaston Leroux. Donc je vous en parlais dans ma dernière vidéo, je vous disais que c'était ma lecture en cours. C'est une enquête policière, même si le personnage principal du livre, Joseph Rouletabille, ne fait pas partie des forces de police, c'est un journaliste. Donc il va tenter de résoudre le mystère de la chambre jaune, à savoir qu'une jeune femme a été agressée dans sa chambre fermée de toutes parts. Le mystère repose donc sur le départ de l'agresseur après l'agression, puisqu'il a éventuellement pu entrer dans la pièce quand les protagonistes étaient absents, mais comment a-t-il pu s'enfuir? C'est un livre où il y a pas mal d'humour. Voilà, puisque le journaliste que l'on suit est un peu une sorte de surdoué qui fait des déductions très facilement et qui ne partage pas forcément les résultats de ses réflexions immédiatement avec tout le monde. Donc voilà, certains personnages passent un peu pour des idiots et bon, c'est assez drôle. J'ai vu certains retours sur le livre qui décriaient la lenteur de l'intrigue. Alors moi personnellement ça m'a pas du tout interpellée, dans le sens où premièrement on n'est pas en 2021, donc les analyses ADN c'est pas comme ça. Deuxièmement, le personnage est journaliste, il fait partie des forces de police, donc il n'a que son cerveau comme outil pour résoudre l'enquête. Du coup, non, moi ça me paraissait tout à fait crédible le rythme auquel on nous donnait des informations. Surtout qu'au final, on n'est jamais sûr de rien, puisqu'on est sur des déductions. Enfin, on n'est jamais sûr de rien. Jusqu'à la fin du livre. À la fin du livre, en fait, on a un procès. Un procès où, du coup, toute la lumière va être faite sur l'identité de l'agresseur. Donc, personnellement, je ne m'attendais pas du tout à cette révélation. Donc, en ça, c'était bien, même si certains détails laissent à penser que c'est un personnage qu'on a peut-être croisé dans d'autres livres de Gaston Leroux. Donc, c'est un peu dommage de ne pas avoir ces références-là, mais bon, ça n'empêche pas la totale compréhension du livre et de la résolution de l'enquête. Le prochain livre que j'ai lu, c'est A Tale of Two Cities de Charles Dickens, donc un conte de deux villes de Charles Dickens. On va suivre des personnages entre Londres et Paris dans le cadre de la Révolution française, enfin vraiment les jours suivant la Révolution française plutôt. Au début du livre, on va suivre une jeune fille qui fait un voyage accompagnée d'une sorte d'avocat pour aller retrouver son père qui a été emprisonné injustement pendant des années. Je crois que c'est entre 15 et 20 ans quand même, qui a été emprisonné injustement, voilà, pendant des années. Du coup, on va le retrouver et tout part de là. L'histoire part de là. Après, je vous dis pas où est-ce qu'ils vont se retrouver, quelles ont été ses conditions d'emprisonnement, pourquoi il a été libéré, tout ça je vous laisse le découvrir si jamais vous souhaitez lire le livre. Voilà, donc tout part de là, puisque à la suite de ça, ils vont essayer de retrouver une vie normale, une vie familiale normale, mais ils vont être sans cesse rattrapés par des événements liés à la Révolution.
Leur sincérité et leur honnêteté va être sans cesse remise en doute. Du moins quand je dis leur, je parle pas forcément du père et de sa fille. Enfin le père oui, sa fille un peu moins. Il faut dire qu'au cours de leur pérégrination, ils vont s'associer amicalement ou professionnellement avec plusieurs personnes. Donc ça va nous donner un petit cercle de personnages. Voilà, et c'est plutôt dans ce cercle de personnages exclusivement masculins, à l'exception de la jeune fille que je mentionnais, c'est plutôt dans ce cercle-là que vont être émis les doutes. Voilà, donc il y a plusieurs va-et-vient de procès, des personnages qui sont accusés de complot, de traîtrise. Dans le cercle de personnages dont je vous parlais, on ne sait pas qui est honnête, qui est peut-être un espion. Et ça retranscrit bien, à mon avis, le climat de suspicion qui devait régner à cette époque. Les petits problèmes que j'ai eu avec ce livre, premièrement, j'ai pas apprécié que l'auteur décrive pas vraiment les tenants et les aboutissants de la Révolution française en fait. Il explique pas vraiment pourquoi, comment c'est arrivé, quelles sont les réclamations un petit peu du peuple français. Ça m'a dérangée parce que par moments j'ai l'impression que le peuple français est un peu une bande d'idiots qui crient vengeance sans trop savoir pourquoi et qui veulent juste de la violence et condamner des gens et mettre des gens en prison et tuer des gens. Mais comme ça quoi. Je sais pas si c'est un manque de partialité ou si c'est pour ne pas trop alourdir son histoire qu'il n'a pas voulu s'épancher là-dessus, mais je trouve ça un petit peu dommage quand même de donner tout le contexte de manière impartiale, ça aurait été mieux. Et la deuxième chose, c'est la place des femmes dans ce livre. Donc on a une jeune demoiselle en détresse, une victime qui a besoin des hommes pour savoir quoi faire et où aller. Et l'autre personnage féminin important du livre, c'est une femme sournoise et hypocrite qui trahit les autres. Donc c'est génial. Donc c'est pas ouf en termes d'image de la femme. Mais bon, la fin du livre est vraiment exceptionnelle. Il y a eu des moments dans le livre où j'étais un peu... voilà, mais ça valait le coup juste pour la fin. Le sacrifice ultime, je ne peux pas vous en dire trop, mais il y a un personnage qui vraiment... Un personnage qui vraiment m'avait intriguée depuis sa première apparition dans le roman. Et on suit très subtilement son cheminement, parce que je pense que l'auteur veut pas trop nous en dire pour pas qu'on se doute de la fin, même si franchement c'est impossible de s'en douter. Pardon s'il y a une différence de cadrage, j'ai fait une petite pause. Je vais vous parler du personnage. Donc c'est un personnage qui est là, qui est pas forcément sur le devant de la scène, on va dire, mais qui est quand même là de manière régulière. Et c'est un personnage extrêmement touchant, qui m'a brisé le cœur, dans lequel j'ai pu me reconnaître à certains moments. Et ce qu'il fait à la fin, c'est incroyable. Rien que pour ça, il faut lire le livre, même si parfois c'est un poil lent, même si parfois l'écriture est inutilement alambiquée, ça vaut le coup quand même. Encore une fois, la force de Dickens est vraiment dans ses personnages. Je pense qu'il a une compréhension particulière de la nature humaine et c'est vraiment très beau. Bon, écoutez, je voulais vous parler de Dune, le tome 1 et le tome 2, mais cette vidéo est déjà trop longue. Mademoiselle a décidé de faire le grand spectacle, donc ce sera pour une prochaine vidéo. Voilà, je pense que je ferai une vidéo où je vous parlerai uniquement de Dune, puisque en plus je voulais parler du tome 1 et du tome 2 ensemble. Donc comme ça me laissera le temps de dire tout ce que j'ai à dire, et au pire, voilà, il y aura une semaine où il y aura 2 vidéos, puisque... je vous parlerai de ça et il faut aussi que je vous fasse le book haul, la deuxième partie du book haul de boîte à livres. J'ai oublié encore de vous parler d'un autre livre là, de 2 autres livres. Ouais, donc non, dans le prochain update je vais vous parler de Dune mais pas que du coup. Bref, donc j'espère que la vidéo vous a... je vais y arriver. J'espère que la vidéo vous a plu. Je suis désolée si ce que je vous ai dit était un peu brouillon. Je vais essayer de mieux préparer les updates pour les prochaines vidéos et du coup je vous ai donné un petit peu le programme des prochaines vidéos. Un autre update lecture où il va être surtout question de Dune mais pas que, et un book haul, voilà. Donc on se retrouve dans la prochaine vidéo. Je vous laisse quelques secondes profiter de cet instant.
elle est hors champ.